Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans ces nouveaux studios dans les locaux de Livre Hebdo. Et quoi de plus beau pour inaugurer ce bel écrin que de parler non pas de beaux livres mais de très beaux livres. Nous allons découvrir ensemble une douzaine d'ouvrages de très grande qualité sélectionnés par un jury de spécialistes pour d'une part le prix du livre d'art et d'autre part celui du catalogue d'exposition. 6 ouvrages pour chacun des prix, art, culture et histoire mis en page dans de très beaux objets. Voilà de quoi nous allons parler à quelques jours du Salon du livre rare et des arts graphiques qui se tiendra du 22 au 24 septembre au Grand Palais éphémère à Paris. Et avec moi, donc, pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Pascale Le Thorel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente du jury du livre d'art et du prix du catalogue d'exposition. Vous êtes directrice des éditions Beaux-Arts de Paris et toujours présidente des éditeurs d'art et de beaux livres du Syndicat national de l'édition. Absolument. Philippe Costamagna, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président du jury du prix du livre d'art et du prix du catalogue d'exposition, directeur du Palais Fèche et conservateur des musées de la ville d'Ajaccio où l'on était remis encore cette année, c'était au mois de juin, les prix dont on va découvrir la sélection et évidemment les 2 lauréats. Et enfin avec nous en plateau, Loïc Liabeuf, vous êtes libraire spécialisé dans l'art à Clermont-Ferrand, à la librairie Les Volcans, et vous allez nous éclairer un peu sur les ouvrages sélectionnés par le jury. Je commence par vous d'ailleurs. Comment ça se passe, le marché du livre d'art actuellement, ces derniers mois voilà, comment ça se passe chez vous à Clermont-Ferrand? Alors effectivement, nous, le livre d'art, c'est un marché qui est assez saisonnier. Donc le moment le plus important de l'année, ça va être de septembre, on va dire, jusqu'à janvier. C'est là où on va vendre le plus d'ouvrages. C'est relativement stable, une très légère baisse l'an dernier, mais sinon c'est assez stable quand même. On peut noter le Pass Culture qui a eu un apport très positif. Notamment sur tout ce qui va être de la mode, je pense à la collection Les Défilés de la Martinière, tout ce qui va être autour des sneakers aussi. Ça permet de faire rentrer dans le rayon un public plus jeune. Après, on a aussi tout ce qui va être du catalogue d'exposition qui reste le grand classique incontournable au moment des fêtes de fin d'année. Des catalogues qui vont bien fonctionner, ça va être tout ce qui va être les catalogues des grandes expositions parisiennes, j'entends Orsay, Pompidou. Après, tout ce qui va être aussi local, rattaché vraiment à la région. Et voilà. Après, on essaie aussi, nous, de dynamiser le rayon avec une politique événementielle assez riche. On va notamment recevoir Ernest Pignon-Ernest le 22 septembre. On devrait faire le lancement du prix J'aime le livre d'art le 28 octobre à la librairie. Nous recevrons aussi 2 auteurs qui ont publié aux éditions Citadel et Masseneau en décembre. Joséphine Le Foll, qui avait écrit la très belle monographie sur l'impressionnisme, qui a été l'élève de Daniel Arras, et qui fait un livre sur le bouquet dans la peinture. Et nous recevrons aussi Patrick Rancbourg, le grand historien de la gastronomie française, par rapport à la réédition en plus petit format de son livre L'art et la table, et un nouveau livre qu'il sort chez Perrin sur les grands restaurants parisiens. Donc finalement, ce rayon-là, il est assez dynamique. Je vois Pass Culture, de l'événementiel. Pascal, Philippe, on a déjà évoqué longuement l'année dernière sur ce plateau, c'était à un autre étage, le prix du livre d'art et le prix du catalogue d'exposition. J'invite d'ailleurs tous ceux qui n'auraient pas vu la vidéo à la retrouver dans le webinaire où on la mettra en commentaire, elle est très intéressante. En revanche, j'aimerais néanmoins savoir qu'est-ce qui a fait le sel de cette édition parmi le jury. Qu'est-ce que vous retenez de cette édition du prix du livre d'art et du livre d'exposition? Je dirais ce qu'on y retient, c'est qu'on s'installe. C'est que le public à Ajaccio est de plus en plus nombreux, que la réception du prix est absolument excellente, que des librairies nous rejoignent, puisque là,
Justement, on invente cette année avec la librairie Les Volcans le fait d'avoir un événement au mois d'octobre qui soit un événement de lancement de ces ouvrages avant justement qu'ils puissent être distingués par un prix. Et puis on retient surtout que le monde s'est rouvert et que Philippe Costamagna nous accueille avec Michel Léca dans le cadre de ce festival Racines de Ciel, qui est un festival de littérature qui accompagne le prix avec la mairie d'Ajaccio, et que évidemment avec le temps les auteurs y trouvent de plus en plus leur place. Philippe, cette édition? Alors cette édition, un peu aussi comme les éditions précédentes, parce que malgré le Covid, on a quand même fait, on a moins... Et donc, je veux dire, le jury était... Comment dire, plutôt, on se retrouve toujours à la fin, mais c'est pas évident non plus, parce que chacun a des goûts, des critères différents surtout. Et je dois dire, cette année, ce qui a été le plus surprenant, je dirais, c'est le nombre de catalogues d'exposition. Peut-être on comprend parce que les catalogues d'exposition sont plus facilement achetés aussi. Et la qualité des expositions, les expositions parisiennes bien évidemment, mais aussi, il faut dire, on avait de très beaux catalogues d'expositions qui venaient des régions et c'était très stimulant pour nous, disons. Ça reprend à ce niveau-là, au niveau des musées, et donc du coup oui. On le voit aussi en librairie. Mais Loïc, justement, j'aimerais que vous inauguriez cette série de 12 ouvrages. On va commencer par le premier, qui est Au bord. Merci Pascal de lui passer. Ça s'appelle Au bord. Ce sont des photographies de Michael Levin avec un essai, très bel essai de Luc Baboulet à la fin. Et c'est publié aux éditions de La Villette, collection Point Visuel. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Loïc, de cet ouvrage ? Alors c'est un très bel ouvrage de photographie. Michael Levin travaille plutôt en noir et blanc. C'est des photos qui ont été prises en 1993 en fait, suite à la mise en place de l'espace Schengen et donc la suppression des barrières douanières. Donc en fait, Michael Levin s'est concentré sur vraiment l'idée de la frontière et a pris notamment en photo des postes de douane obsolètes, des marquages qui n'avaient plus lieu d'être. Et en même temps, c'était aussi l'époque de la guerre en Yougoslavie. Et donc vraiment, il vient interroger toute cette question de la frontière avec de très belles photos en noir et blanc. C'est un très bel ouvrage de photos paru cette année que je recommande. Je dirais que ce qui est très intéressant, c'est que les éditions de La Villette, ce sont les éditions d'une faculté d'architecture qui fait véritablement de la recherche et que donc en matière d'urbanisme, d'architecture, ils ont vraiment une production courageuse, spécialisée et passionnante. Merci beaucoup Pascal. Mais justement Pascal, je vous donne le deuxième ouvrage de la sélection, ça s'appelle L'énergétisme ou philosophie d'une nouvelle plastique. C'est de Georges Hermann, une préface de Philippe Serres et avant-propos de Myriam L'Huillier et Martial Sadier. C'est aux éditions Sylvana éditoriale. C'est la seconde publication, me semble-t-il, d'une série de 3 ouvrages consacrés à ce courant artistique, l'énergétisme. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Pascal ? C'est une philosophie qui serait tout à fait au goût d'aujourd'hui, entre sciences de la vie, recherche, nature, et évidemment augmenter de la passion d'un artiste. Sylvana a fait 3 tomes, 3 volumes, c'est considérable. Cette immense, voilà, E égale MC2, on voit comment la science, les mathématiques peuvent inspirer un artiste, mais c'est aussi un artiste de la couleur, des recherches sur la lumière, l'énergie, les planètes. Et c'est véritablement une leçon pour voir comment on fait une véritable monographie de recherche. Le livre est magnifique, il est toilé. Je vais peut-être le laisser compléter. Oui, ce qu'on peut noter, c'est vraiment le personnage Georges Hermann est passionnant quand même. Hein. C'est un homme qui a déposé, je crois, 25 brevets autour des matériaux et de la couleur, donc qui avait vraiment cette double casquette finalement de chimiste et d'artiste. Et
c'est cette double casquette qui fait la richesse de son œuvre, je pense. Donc c'est vrai que c'est une redécouverte très intéressante. Puis c'est un des derniers grands auteurs de manifestes du XXe siècle. Il a publié de nombreux manifestes autour de l'énergétisme et c'est quand même assez intéressant de redécouvrir tout ça. Troisième ouvrage, toujours aux éditions Sylvana Éditorial. Et attendez, c'est pour vous, Philippe, Le trait et l'ombre, dessin français du Musée des Beaux-Arts d'Orléans. C'est de Dominique Brême et Olivia Voisin, avec une préface de Georges Siffredi et Serge Grouard. Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est un catalogue d'exposition permanente finalement. Voilà, alors c'est le genre d'ouvrage qui est lourd, comme vous pouvez voir, qui se situe en fait entre... On ne savait pas s'il fallait le mettre dans le livre ou dans le catalogue d'exposition. On l'a reçu comme catalogue d'exposition, donc on l'a gardé dans la... Mais c'est un catalogue raisonné de la collection des dessins français du musée d'Orléans, rédigé avec une recherche formidable de Mehdi Cochran, qui est le conservateur des dessins d'Orléans, tout ça sous la direction d'Olivia Voisin. C'est vraiment, on voit l'importance, on dit, est-ce qu'il faut encore faire des catalogues raisonnés ou des catalogues de collection? Parce que maintenant on met tout sur Internet. Mais là c'est la preuve que finalement il faut faire des livres, des catalogues, des collections, parce que la recherche est tellement grande qu'on ne peut pas la mettre sur Internet. Et le livre est utile, et en plus ça fait un magnifique répertoire de dessins français, collection qui est peu connue, très importante. Donc voilà, on avait été séduits par ce livre. Vous pouvez peut-être rebondir là-dessus, Loïc. Vous avez le public au quotidien qui vient vous voir pour des collections, vous le disiez tout à l'heure, c'est plutôt pour les grandes expositions parisiennes. Là, on parle du catalogue du Musée des Beaux-Arts d'Orléans. Il y a la place à ce genre d'ouvrage. Oui, encore. Il y a tout à fait la place, effectivement, parce que c'est toute la richesse d'un rayon Beaux-Arts, en fait. On a donc des grandes expositions qui vont toucher un large public, mais aussi on a des spécialistes, des gens pointus qui s'intéressent à des sujets très précis. Et ce genre d'ouvrage très érudit les intéresseront, effectivement, notamment tout ce qui va être, nous à Clermont-Ferrand, on a quand même une école des beaux-arts, une école d'architecture, une fac d'histoire de l'art, donc ça c'est des gens qui veulent des ouvrages de qualité, pointus, et c'est vraiment le public qui va être intéressé par ces ouvrages. Oui, bien, je vais rajouter que ce sont en fait, l'exposition a eu lieu pour la sortie du livre, c'était une sélection, évidemment l'ensemble des dessins n'était pas exposé. Très bien, on va voyager maintenant une première fois au Japon. Hiroshige, les éventails d'Edo, ce sont des estampes de la collection Georges Leskovitz. C'est Infine Édition d'Art qui a publié ce très très beau recueil réalisé par Christophe Marquet avec la collaboration de Toshiko Kawakane. Pascal, c'est magnifique. Oui. C'est une plongée dans le Japon du début du 19e siècle. Voilà, en fait. puis on voit, c'est un livre, c'est vraiment ce qu'on Magnifiquement appelle un réalisé. beau livre, magnifiquement relié, en coffret, avec des images, des estampes japonaises absolument magnifiques, qui effectivement correspondent à des éventails, puisque les éventails étaient largement iconographiés. Donc c'est vraiment, d'ailleurs c'est les livres, je pense, que tu appelles les livres cadeaux, immédiatement, c'est vraiment des ouvrages absolument magnifiques. Et on a vu cette année, on le verra tout à l'heure, un véritable tropisme pour le Japon. Alors je pense que les mangas, la culture actuelle font que tout le monde a une attirance naturelle vers ces estampes et cette iconographie japonaise. Et surtout, on y trouve une invention de la couleur. Et puis, c'est le moyen de voyager. Et c'est ça aussi que peuvent offrir les livres d'art. Ce sont des voyages vers l'ailleurs sans se déplacer. Merci beaucoup. On va poursuivre. Alors, avec moins d'images, me semble-t-il, mais c'est assez intéressant. C'est Carnet de voyage d'Orhan Pamuk. Souvenirs des montagnes au loin sont des carnets dessinés. Alors, je vous disais qu'il y avait moins d'images. C'est faux. En fait,
c'est finalement le carnet de l'auteur qui a été réalisé en beau livre, en format beau livre. On retrouve chaque page du carnet et puis le texte qu'il a lui écrit. C'est magnifique. Qui est-ce qui s'en empare pour le raconter un petit peu plus? J'imagine que lui, il a peut-être été un petit succès de librairie. Alors donc, effectivement, il y a un fac-similé du carnet. C'est Gallimard qui l'a édité. C'est aussi le reflet de la présentation qui se trouve à Istanbul dans le musée d'Orhan Pamuk. Tout est traduit. Et c'est absolument passionnant. Alors là, on est véritablement entre littérature et art. Alors c'est peut-être pour le prix quelque chose qui est un petit pas de côté, mais en même temps, c'est de ça qu'on se nourrit véritablement. Je te laisse prendre la suite. Non, c'est vrai que c'est un ouvrage magnifique, et puis bon, par un prix Nobel de littérature. La mise en page est très réussie et en fait c'est dans la veine comment dire, de ces livres que Gallimard réussit à faire et finalement dans laquelle ils ont trouvé vraiment une petite spécialité qui allie à art, littérature, carnet. C'est un objet finalement assez intime qui nous fait rentrer un peu dans l'intimité du travail d'Orhan Pamuk. Donc ça c'est vrai que c'est la grande réussite de cet ouvrage. Est-ce que c'est le genre d'ouvrage, parce que c'est un peu un ovni dans le rayon beau livre, est-ce que c'est un ouvrage qui attire justement peut-être un autre public quel public pour ça? Alors en l'occurrence, nous, à la librairie Les Volcans, ce livre-là, on l'a mis au rayon littérature. Voilà. Il n'est pas au rayon Beaux-Arts. Par contre, moi, au rayon Beaux-Arts, je présente les éditions de Diane de Cellier, qui elles sont plus dans le format beau livre. Alors bien que ça soit des textes littéraires, il y a quand même plus l'aspect grand livre, cartonné, relié, et je le présente plutôt en Beaux-Arts. Voilà. Mais je dois dire que pour les membres du jury, et nous-mêmes, dont nous sommes partis, c'était quelque part, c'est vrai que c'est un peu un ovni comme dans cette sélection, mais on était tous tellement séduits par ce livre qui est magnifiquement écrit et qui renvoie à un musée. Donc ça quand même, s'il y avait une petite raison pour nous, c'est le livre idéal pour le point de départ d'une exposition en fait. Et c'est pour ça qu'on l'a quand même sélectionné. Le livre parfois à la fin d'une exposition et là ça pourrait être au début. On en vient déjà, on termine cette sélection des beaux livres d'art et bien avec votre lauréat, le lauréat 2023 du prix du livre d'art. Je vous laisse le présenter, il est à la collection de La Martinière et là aussi on va au Japon avec les yokai, ce sont des créatures fantastiques, me semble-t-il. Surnaturelles, tout à Surnaturelles. fait. Donc tout à l'heure, on a vu, c'était In Fine, je ne l'ai peut-être pas dit, avec les éventails d'Hiroshige, qui a publié nombre d'ouvrages cette année. Et le lauréat donc, est également japonais, avec yokai. Et donc yokai, c'est un mot qui veut dire être surnaturel, petit démon. Et c'est une manière au Japon de raconter une mythologie avec ces petits êtres qui souvent ont les attributs ou l'apparence d'animaux, des animaux très simples, familiers, comme le chien, le chat, l'oiseau, mais qui peuvent être aussi plutôt plus monstrueux, des démons, des araignées ou des petits animaux qui font très peur. Ce qui a véritablement séduit le jury, parce que d'ordinaire, il y a vraiment 3 tours, et là, je crois qu'il y a eu 2 tours, ça a été très, très, très vite. L'unanimité s'est faite. Voilà, vous les voyez, ces petits monstres surnaturels. C'est véritablement, depuis toujours au Japon, la manière de raconter des histoires du quotidien, pas comme des bandes dessinées, mais vraiment véritablement en amont, mais avec l'invention de personnages. Et ce qui nous a séduit, c'était également la maquette. Le livre est assez léger, il est extrêmement complet, il y a une iconographie invraisemblable. C'est ça, très peu de texte. Très peu de texte, mais des textes très précis et d'introduction. Et justement, dans ce prix que l'on veut aussi grand public, on a pensé que on pouvait rentrer dans un univers avec quelques clés, un texte introductif et puis ensuite l'articulation de parties qui présentent ces personnages qui sont tous très inconnus pour nous. Peut-être tu... Loïc, sur les 6 ouvrages là, ce sont ces 2 ouvrages qui parlent de la culture du Japon. C'est quelque chose qui fonctionne bien dans le beau livre, la culture du Japon.
Oui, le Japon reste une valeur sûre, effectivement, dans le domaine du beau livre. Au même titre, je dirais que l'impressionnisme, l'art nouveau, qui vont être des thèmes qui fonctionnent très bien. Mais le Japon, effectivement, on a de grandes réussites, notamment avec Azan, toute la collection Azan sur les livres dépliants qu'ils ont fait autour des estampes japonaises qui fonctionnent très très bien. Le yokai qui a pas trop mal démarré. Les éventails qui était un livre superbe et qui a été offert pour Noël dernier. Vraiment, le Japon reste une valeur sûre, notamment, bon, bien sûr les grands noms, hein, Hiroshige, Okusai ou Tamawa, mais voilà, je pense que... Le prix du livre d'art 2023 qui va à Yokai, donc publié aux Yokai, créatures et esprits surnaturels du Japon. C'est publié aux éditions de La Martinière dans la collection Art. On va passer avec vous, Philippe, une partie, je sais que vous attendez ça avec impatience, le catalogue de l'exposition. On en a déjà eu quelques aperçus là, sur le prix la sélection du prix du catalogue d'exposition, avec ce premier ouvrage, Le Voyage en Italie de Louis Goffier. C'est sous la direction de Michel Hiller et Pierre Stéphanov, traduction de l'italien vers le français de Renaud Tamperini. C'est aux éditions Musée Fabre Snake. Finalement, c'est la vision, vous allez me le dire, il a reçu un prix. Oui. Pas le vôtre, Non. Mais un prix qui est Alors, aussi... il faut dire que c'est un très beau travail, un travail de recherche extraordinaire. il est là. Il faut... Ces expositions sont préparées sur 3 ans, donc il y a une vraie recherche, il y a une vraie... C'est pas des thèmes sortis comme ça. Et donc, on attendait ce livre sur Goffier depuis très longtemps, parce que c'est un des grands peintres français du début du 19e, de Montpellier. Donc, c'était la raison pour laquelle l'exposition a été faite à Montpellier. Ouais. Mais après, elle a eu lieu à Poitiers. Et vraiment, c'est un travail de recherche formidable. C'est assez... une maquette plus classique. Souvent, dans les catalogues d'exposition, quand ça parle d'exposition d'art contemporain, d'exposition d'art classique, les éditeurs restent dans le classique, peut-être à la demande des conservateurs aussi. Et donc, nous l'avions sélectionné, et on a eu un prix des jeunes de la ville d'Ajaccio, qui étaient 7 jeunes qui avaient profité du Pass Culture, et qui avaient été choisis par la DRAC, et qui ont élu un lauréat dans notre sélection. Et donc, ils se sont intéressés vraiment, et ils sont arrivés à la fin sur Goffier. Donc, nous étions ravis que finalement Goffier ait eu un prix, parce que nous, ça a été plus difficile. Et il faut dire que, je vous l'ai déjà dit, les expositions en région cette année ont été, cette année, vous savez, on part de juin à juin, notre année, donc ont été formidables, notre saison. Et justement, vous l'avez évoqué, le prix jeune avec le Pass Culture. Vous aussi, vous en avez parlé un peu. Dites-nous, parce qu'on a tendance à penser que le Pass Culture, et on le dit, c'est pour acheter des mangas, etc. Non, vous le voyez concrètement à la librairie des Volcans à Clermont-Ferrand, des jeunes. Qui sont les jeunes qui viennent dans le rayon Beaux-Arts avec le Pass Culture? On a beaucoup de jeunes, je pense, qui s'intéressent. Oui, c'est ce que je vous dis, la mode souvent qui touche beaucoup la jeunesse, hein, donc puisque je pense que c'est proche d'eux, donc c'est. Oui, c'est la collection des défilés et tout ce qui est en lien avec eux. C'est pour ça que ça nous a surpris que les petits Ajacciens aient choisi ça Goffier. Il y a l'Italie finalement qui reste un des pays de la mode. On va partir à Marseille maintenant avec cet ouvrage plus petit, avec un format un petit peu plus petit, mais néanmoins intelligent. Amitié et créativité collective. Justement, c'est sous la direction d'une foule de personnes, dont Blandine Chavannes et Jean-Jacques Lebel. Il y a beaucoup de textes et des signatures prestigieuses
ma chère Pascale. Absolument. Donc, c'est avant tout, Nietzsche Van, qui est une très grande conservatrice, qui a entre autres dirigé le musée de Nantes à la fin de sa carrière, s'est rapprochée de Jean-Jacques Lebel, qui est un artiste surtout connu dans l'univers de la performance, puisqu'il a créé les premiers grands festivals de performance en Europe, mais qui a aussi été très actif en mai 68, enfin, qui est un personnage qui a une véritable collection et qui a été très proche de nombre d'artistes parce que son père était le médecin et l'ami de Marcel Duchamp. Donc tout petit, sa famille était en exil aux États-Unis, il était sur les genoux des plus grands artistes américains et il a noué des relations avec nombre d'artistes qui étaient les surréalistes en exil, qu'il a très bien connus. Et donc dans cette exposition, il raconte l'histoire de sa collection, l'histoire des amitiés entre les artistes et il l'étend jusqu'à aujourd'hui, notamment avec ce qui était présenté dans l'exposition, je ne sais pas si je vais tomber dessus, mais un très grand tableau de Luciano Castelli fait à 4 mains. Et plein d'œuvres comme les cadavres exquis qui ont été réalisées par des associations et des amitiés d'artistes. Amitié et créativité collective, donc c'est les éditions du MUSEM de Marseille. De Marseille, on va aller à Besançon avec le beau siècle, donc avant la naissance de Victor Hugo, l'enfant de Besançon. Le beau siècle, la vie artistique à Besançon, de la conquête à la révolution, collective sous la direction de Nicolas Surlapierre, avec une préface d'Anne Vigneault et une introduction de Johan Rimaud. Je l'ai dit, donc ce sont des éditions courtes et longues avec le musée des Beaux-Arts et d'Archéologie de Besançon. Qu'est-ce qui vous a séduit dans cet ouvrage, mon cher Philippe ? Ça, c'est vraiment une somme. Et c'est pas 3 ans de travail, je pense que c'est 30 ans de travail. Ils ont étudié, vraiment, c'est vraiment le siècle des Lumières à Besançon. Et c'est passionnant. On découvre beaucoup de choses. On voit comment, dans ces villes, ces capitales provinciales, régionales, naissait la Révolution, naissaient les idées. Et c'est vraiment... Bon, il y a un nombre de textes aussi. On comprend qu'ils sont vraiment passionnés. C'est un travail fait avec des universitaires essentiellement, mais aussi des conservateurs et où les œuvres sont quand même étudiées, même s'il y a une liste à la fin de ce qui est exposé, parce que je pense qu'ils n'ont pas pu... Il y avait énormément de choses, c'était une énorme exposition. Comme quoi, il n'y a pas que des grandes expositions à Paris, mais il y en a aussi en province. Et c'est vraiment, c'était une somme. Et on était assez étonnés. Époustouflé. Et c'est un beau catalogue. C'est un très très beau livre fait par un éditeur qui publie assez peu d'histoire de l'art en général, Courtes et Longues, qui publie aussi des livres pour enfants, mais qui là visiblement s'est livré avec passion à la réinvention de catalogues d'exposition. Et ils ont réussi. Il n'y a pas les photographies sont très bien reproduites, etc. Donc c'est voilà. Une belle somme. Ouais. Oui. Parce que 1674, finalement, c'est l'entrée de Besançon en France et jusqu'à la Révolution. Donc c'est vrai que c'est l'art, mais l'art vraiment dans son contexte historique, je pense. C'est ce qui le différencierait peut-être un peu du reste de la sélection avec ce fort contexte. Oui, c'est plus un travail, c'est vraiment un travail universitaire. Justement, on va rester dans l'art, mais avec une approche un peu moins historique, avec Poussin et l'amour. C'est publié encore par les éditions Infine, éditions d'art, et en partenariat avec le Musée des Beaux-Arts de Lyon. C'est sous la direction de Nicolas Milovanovic, Michael Zvanto et Ludmilla Viramassi-Naiken, avec une préface de Sylvie Ramon. Poussin et l'amour, évidemment, il y a aussi beaucoup de textes, mais des tableaux du peintre. Oui, alors Poussin et l'amour, déjà les deux vont... C'est très alléchant. Et il y a eu beaucoup d'expositions sur Poussin, vous l'imaginez, et
Et régulièrement, c'est Poussin et Dieu, Poussin et... Mais on n'avait pas eu Poussin et l'amour. Et donc, c'est vraiment... L'exposition était absolument magnifique, il faut dire. Le travail aussi, les 3 personnes que vous avez citées sont les grands spécialistes de Poussin qui ont grandi dans l'ombre de Pierre Rosenberg. Donc on est vraiment chez Poussin, si j'ose dire. Et Sylvie Bramont a eu le courage de faire cette exposition, parce que ce ne sont pas des expositions faciles à monter, vu le prix des assurances des tableaux de Poussin, mais Lyon y est arrivé très bien. Et le travail d'Infine est aussi absolument rien à dire. Enfin, c'était vraiment une magnifique exposition et un magnifique catalogue, parce que nous jugeons le catalogue. C'est ça aussi, le catalogue, il permet de faire perdurer l'exposition. Vous arrivez en librairie, ça se vend, c'est un long-seller, le catalogue d'exposition Alors, ce qui se passe, c'est que toute la durée de l'exposition, ça va très bien fonctionner. Ça va se prolonger bien encore pendant 2-3 mois après, souvent. Et après, je les garde parce que, en fait, on a des expositions qui sont d'une telle qualité que finalement, ça devient des ouvrages de fond. Donc, on les garde et c'est ce qui va permettre à un libraire Beaux-Arts de se constituer un fonds de qualité, finalement. Et alors là, vous nous parlez en tant que directeur de musée. Nous faisons des catalogues d'exposition que nous ne présentons pas évidemment au concours, parce que la ville d'Ajaccio ne va pas s'attribuer ses propres catalogues d'exposition. Mais je vois, on en tire un certain nombre, qu'on garde, parce que nous sommes musées. Et en fait, on voit, ils s'épuisent. Alors, il y a des sujets qui s'épuisent plus vite que d'autres, mais au bout de 3 ans, on se retrouve en rupture. Et alors, c'est quand c'est en rupture que les gens demandent ainsi ce qu'on réimprime. Ça, c'est toujours le cas. Pascal. Juste ajouter un tout petit détail, c'est que ce catalogue a une originalité, c'est qu'il est aussi celui de l'exposition Picasso les Bacchanales. Pardon. Non, mais c'est tellement inhabituel qu'on l'oublie. Et donc, il y a une deuxième partie qui présente eh bien, les rapports de Picasso, qui a été absolument passionné par Poussin, et quelques tableaux qui ont été également exposés, les Bacchanales. Voilà. Vous avez en plus 2 expositions pour le prix d'un beau livre. C'est vrai que ça met bien en avant les qualités d'Infine, qui est vraiment un excellent éditeur d'art, je pense. On parlait des expositions, du lien entre exposition évidemment et catalogue. Il y a une exposition, on va parler là du prochain ouvrage, c'est le catalogue d'une exposition qui est encore en cours jusqu'à dimanche prochain à Caen. Exactement, ça s'appelle Sous le regard de Méduse, de la Grèce antique aux arts numériques. C'est sous la direction d'Emmanuel Delapierre et Alexis Merle-Dubourg. C'est une nouvelle fois Infine édition d'art qui publie ce très bel ouvrage. Il est presque exhaustif sur toutes les représentations de Méduse, donc depuis l'Antiquité, comme dit son titre, jusqu'à nos icônes féministes d'aujourd'hui. Alors, on pourrait tous en parler, mais je vais commencer. Allez-y, Philippe. C'est assez, je dois dire qu'ils en ont tous été extrêmement séduits. Et le choix a été difficile parce que une fois de plus, c'est encore une exposition en province. On montrait, c'était bon, l'année précédente, on l'avait donné à une exposition du Mucem, le prix du catalogue, mais ça ne veut rien dire. Hein. On peut quand même, mais c'était donc il est partagé avec un certain nombre de textes tout aussi brillants les uns que les autres. Un catalogue qui suit, c'est un modèle assez classique. Et non, évidemment, il n'y a pas tout. Mais on ne peut pas mettre tout. Il faudrait, je ne sais pas combien de volumes. Mais c'est très, très intéressant. Le choix des œuvres est parfait. Il y a toutes les époques. Je veux dire, bon, le grand moment de l'Antiquité, évidemment, le moment des pompiers où le thème de Méduse a beaucoup séduit. Et l'art contemporain, bien sûr. Enfin, c'est une... Ça date d'un an ou deux. 2022. Exactement. Et voilà. Enfin, c'était vraiment un très beau catalogue. Qu'est-ce qui vous a séduit, Pascal, dans cet ouvrage ?
Ah ben, la remarquable qualité de l'iconographie, et puis c'est un choix, un voyage à travers le temps sur effectivement une iconographie et un thème qui a passionné les peintres, les sculpteurs, et un travail de recherche qui porte aussi sur, par exemple, l'illustration. Donc c'est un livre et une exposition surtout qui sont très très ouverts. À vrai dire, le jury a longuement hésité entre cet ouvrage et celui que vous allez annoncer. Exactement, et qui a on arrive déjà au prix. bout de cette sélection avec le lauréat. C'est très historique, les guerres de religion 1559-1610. La haine des clans, c'est sous la direction de Laetitia de Serrières, Christine Duvauchel, Olivier Renaudot et Morgane Varin. C'est édité par Infine Éditions d'Art avec la collaboration du Musée de l'Armée et de l'Hôtel National des Invalides. C'est le même, un ouvrage excessivement complet, Philippe. Oui, alors c'est... disons que c'est un sujet d'abord, les expositions sur le XVIe siècle sont rares en France. En tant que 16e, vous imaginez ce que j'ai défendu, mais là aussi malheureusement l'exposition est finie à la fin du mois de juillet, mais c'était vraiment une très belle exposition. Et évidemment, on ne juge pas de l'exposition parce qu'on juge du catalogue, mais on se souvient de l'exposition quand même quand on et de reconnaître le catalogue, c'est aussi de mettre en avant, toujours les expositions du Musée de l'Armée sont toujours magnifiques. Hein. Il faut dire, ils ont un sens, ils mettent en avant des bons scénographes, parce qu'ils abordent, il faut pas savoir, des sujets qui sont difficiles. Ce sont des sujets militaires, de militaria, Et là, ils avaient réussi à sélectionner donc un nombre d'œuvres passionnantes. Il y avait des armures du XVIe qui étaient magnifiques, mais il y avait aussi de l'iconographie, de la peinture, et le multimédia racontait ces guerres de religion aussi, qui étaient avec des tableaux fixes aussi. Et c'était vraiment passionnant. Et vous imaginez, la recherche, là aussi, a duré quelques années. Et alors, on ne peut pas dire que c'est parce qu'il y a eu beaucoup d'écrits sur les guerres de religion, et ils ont fait une somme passionnante. Une nouvelle fois, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé en tant que présidente, Pascal? Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'était là, on en a parlé tout à l'heure, le lien entre histoire et art. Donc ça, c'est aussi peut-être voilà, l'idée qu'un grand public peut s'intéresser au-delà à cet ouvrage, au-delà de celui des spécialistes, et que ça, pour moi, tu parlais d'ouvrage de fond tout à l'heure, c'est véritablement un livre qui, dans 10 ans, dans 20 ans, continuera à faire référence et à raconter cette histoire des guerres de religion, mais je te laisse compléter. Non, moi je crois que, Pascal, je suis tout à fait d'accord avec toi, donc je resterai sur ta fin, je pense. Voilà, les guerres de religion, Philippe. Oui, voilà, aussi une chose qui est intéressante à souligner, c'est que ça peut permettre à un certain public, le public passionné par l'histoire, d'aborder des œuvres d'art aussi, de voir des œuvres d'art différemment. Et c'est un peu l'intérêt, le rôle de ces conservateurs, c'est de faire découvrir leur collection et d'élargir. Évidemment, les guerres de religion, la haine des clans, donc c'est le prix du livre du catalogue d'exposition 2023. Il ne me reste plus qu'à vous remercier tous d'avoir participé à cette présentation. Merci aux équipes et merci à vous d'être allés au bout de cette vidéo et à très bientôt sur Livre Hebdo.